Bonjour, chers professeurs et membres de l'AETF, et bienvenue à notre 21e colloque en collaboration avec Columbia University. Je suis Polly Duc, présidente de notre chapitre New York métropolitain de l'AETF. Avant de passer la parole à notre vice-présidente du chapitre, Heidi Holtz-Knudsen, qui est elle-même membre du département de français à Columbia et qui présentera chaque intervenante, je voudrais vous signaler comment vous, les participants, vous allez pouvoir poser des questions. Chaque conférencière parlera pendant à peu près 25 minutes, suivi de 5 minutes de discussion. Donc, je vous prie de poser vos questions à l'écrit dans le chat pendant les séances ou vers la fin des séances. Mais je vous prie de les envoyer à moi uniquement afin de ne pas distraire les conférenciers. Et moi, encore, je m'appelle Polly Duc. OK? Merci. Mais pour l'instant, envoyez à tout le monde. Est-ce que vous pourriez mettre dans la messagerie, dans le chat, destiné à tout le monde, l'État ou le pays d'où vous venez? Et qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous voyons dans le chat? Qu'est-ce que nous voyons dans le chat? Est-ce que vous allez mettre votre État? Peut-être pas. Ah non? Ah, quelqu'un qui vient de Suisse? Quelqu'un qui vient... Non, mettez-les. Ben, il faut quand même avoir un certain dialogue. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Ah, c'est dans le Q&A. OK, quelqu'un vient de nous donner. The chat is disabled. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre... Ce serait sympa d'avoir... Ah, voilà. Maintenant, on le voit. Maintenant, on le voit. On voit de l'État de New York, de New Jersey. J'imagine qu'il y aura d'autres aussi qui vont arriver dans quelques instants. Bon, de toute façon, pour les années à venir, notre colloque ici à Columbia, ainsi que celui que nous offrons tous les printemps en collaboration avec NYU, nous parlerons des grands thèmes de l'examen AP. Si vous n'êtes pas au courant, ces thèmes sont énormes. Ben, le premier, c'est les défis mondiaux. Deuxième, la science et la technologie. Troisième, la vie contemporaine. Quatrième, la quête de soi. Cinquième, la famille et la communauté. Et sixième, l'esthétique. Donc, bien sûr, on pourrait passer toute une vie en étudiant un seul thème ou une seule thématique ou un seul sujet. De toute façon, nous, les profs au lycée, qui enseignons sans cesse, nous profiterons énormément des recherches faites par ces professeurs. Donc, le colloque jumeau de celui-ci en collaboration avec NYU aura lieu le 25 mars. Il s'agira encore une fois des grands thèmes. Donc, je vous prie de mettre vos courriels dans le chat si vous voulez en savoir plus sur le colloque qui aura lieu au mois de mars. Et j'aurai encore une annonce avant de passer la parole. Malgré notre distance physique, c'est bien d'essayer de créer un esprit d'union en allumant nos écrans. Donc, merci infiniment à nos 6 conférenciers menés dans le département de français de Columbia par Pascal Hubert-Liebler, qu'ainsi à la Maison française de Columbia menée par Shanae Pierre et aussi par Fanny Gueux. Donc, maintenant, je passe la parole à mon ancienne amie qui a fait son doctorat au même moment que moi à Columbia il y a plusieurs années. Et c'est elle qui présentera chaque intervenante, Heidi Holtz-Knudsen. Bonjour, merci Polly. Donc, je suis très heureuse de vous présenter Laurence Marie, qui est à Columbia depuis 2016. Elle est spécialiste de littérature comparée et en particulier du théâtre d'Ancien Régime.
Elle est l'auteure d'un livre sur les premières théories du jeu théâtral en Europe. Elle aime beaucoup lire de la littérature contemporaine et elle anime à Columbia les réunions d'un groupe d'étudiants qui lisent une série de livres pour ensuite voter pour le choix Goncourt USA, une sorte de Goncourt étudiant. Ça semble passionnant comme activité, exercice. Elle est aussi ravie d'enseigner un cours de littérature contemporaine à NYU, où les auteurs viennent répondre aux questions des étudiants, ça semble également passionnant aussi. Merci, Laurence, et je vous passe la parole. Bonjour tout le monde, merci d'être là un samedi matin pour tous nous écouter. J'ai choisi de vous parler de Molière aujourd'hui en espérant que vous l'étudiez peut-être en œuvre intégrale ou bien en scène avec vos étudiants parfois, puisque, comme vous le savez probablement, l'année dernière, c'était le 400e anniversaire de sa naissance. Et à cette occasion, il y a eu énormément de nouvelles ressources en ligne qui ont été publiées. Il y en a vraiment beaucoup. Elles sont de qualité variable. En général, c'est quand même d'assez bonne qualité. Et donc, j'ai souhaité opérer une sélection peut-être qui vous serait utile pour vos cours, étant donné que c'est une question que je connais assez bien. Donc, il y a eu beaucoup d'expositions, il y a eu aussi des sites pédagogiques qui ont consacré des dossiers à Molière. Et je voulais donc commencer par une vidéo. Donc, je vais partager... je voulais commencer par une vidéo. Voilà. Donc, j'ai un PowerPoint. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, il n'y a rien de spécial. Mais non, je vais commencer plutôt par ma vidéo. Alors, une vidéo qui... nous emmène sur les traces de Molière dans Paris. Donc, je vous laisse écouter. More often than those of any other playwright today, its influence is such that the French language is often referred to as the language of Molière. Our reporters went to the streets of the capital to learn more about his life. Tout a commencé ici, dans le quartier des Halles, en plein cœur de Paris. On pense que Molière est né ici, rue du Pont-Neuf, parce qu'il avait ici sur la façade le buste de Molière. Et en fait, tout est faux. C'est un marchand du XVIIIe siècle qui a mis ce buste sur sa maison pour se faire de la publicité. En réalité, Molière est né juste à côté, rue Saint-Honoré. Laurence, il faudra partager le son, s'il te plaît. Ah, le son ne marche pas? D'accord. Non, merci. Bon, c'est bizarre. OK. Bon, d'accord. Bon, je ne sais pas pourquoi le son ne marche pas, mais donc je vais repartager mon écran. Donc voilà. Bon, pardon. Alors du coup, désolé si le son ne marche pas, parce que tout à l'heure, il fonctionnait, c'est bizarre. Ah, mais je sais pourquoi. Voilà, je sais maintenant. OK. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais c'était une vidéo donc, qui vous emmène dans Paris. Et je pense que pour les élèves, c'est assez concret et on voit bien voilà, comment Molière a investi Paris. Ce que je voulais commencer par dire, c'est que donc il y a aussi un dossier de presse, où il y a une exposition Molière à la Bibliothèque nationale de France qui s'est terminée le 15 janvier dernier. Et dans le dossier de presse, pages 6 et 7, il y a aussi des photos et des explications sur le Paris de Molière. Donc, ça peut être une séquence intéressante en associant donc la vidéo et ces 2 pages de dossier de presse qui sont très bien faites. Donc, l'image de Molière, mais aussi la manière de considérer le théâtre a beaucoup évolué. Donc, moi, quand j'étais étudiante, on étudiait surtout les textes de théâtre pour le texte, pour le dialogue, pour les idées que véhiculait le dialogue. Et de la même manière, on considérait Molière voilà, pour sa langue, pour sa critique morale de la société, pour son côté libre penseur. Mais la recherche a beaucoup évolué et aussi la manière de considérer le théâtre. Et je crois que c'est intéressant aussi pour renouveler la manière de l'enseigner, de s'attacher vraiment à la question de la représentation et de ne pas oublier que le texte a été écrit avant tout pour être joué et donc que Molière lui-même
écrivait en tant qu'homme de théâtre, qui était donc directeur de troupe, dramaturge, metteur en scène, acteur lui-même, écrivait en ayant en tête certains acteurs. Donc, ces conditions historiques de la représentation sont intéressantes, je pense, pour les élèves, ainsi que la question de la théâtralité. La théâtralité, c'est ce que Roland Barthes définissait comme le théâtre moins le texte, c'est-à-dire tout ce qui excède le texte et qu'on doit imaginer. Donc, c'est aussi un exercice intéressant d'un point de vue pédagogique, d'essayer d'imaginer la gestuelle, le ton, les déplacements, le décor, les costumes, et aussi de voir comment tout ça évolue à travers le temps. Donc, c'est dans cet objectif que j'ai choisi un certain nombre de ressources pour vous aider, peut-être, si vous le souhaitez, à montrer ça à vos étudiants de manière très visuelle, très concrète. Et aussi, je trouve que de s'appuyer sur des travaux de recherche récents a des vertus pédagogiques, puisqu'on voit bien que, en fait, un objet de recherche peut évoluer dans le temps. Je vais vous montrer comment la manière de considérer Molière a aussi évolué dans le temps. Et ça permet de solliciter aussi la créativité des étudiants, des élèves, de leur montrer que tout n'est pas figé, que le savoir n'est pas figé, qu'il est en perpétuelle évolution et que il y a des personnes qui travaillent sur des points très précis qui peuvent aussi susciter leur curiosité. Donc, il y a un article, notamment, je ne vais pas vous le montrer là, mais qui montre bien comment l'école a façonné notre image de Molière. Donc, je vous donnerai le lien. Donc, il y a d'un côté, comme je disais, le grand écrivain classique. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le petit classique ici, donc une collection qui vraiment insiste sur le texte. Et aussi, donc, l'acteur comique qui peut jouer donc, du bas comique comme à travers le personnage de Sganarelle. Donc, Molière comme un homme de théâtre complet. Donc là, on a le Molière de Coppel, donc vraiment le Molière écrivain. Et on a aussi donc, le Molière tragédien. On disait qu'il était très mauvais tragédien, mais c'est un des portraits qu'on a de lui. Et un des portraits les plus célèbres, c'est Molière en Sganarelle, puisque, évidemment, il écrivait ses pièces en ayant, pour ensuite les jouer lui-même.